Ce que je vais vous présenter rapidement va être très complémentaire de ce que tu as dit et partir souligner les mêmes paradoxes. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments que j'ai abordés hier sur la connexion entre augmentation de la production d'opium et puis les différentes étapes du conflit depuis 1979. Je vais plus aborder une thématique que nous abordons rarement dans nos espaces réduction des risques, qui est en quoi la guerre aux drogues est aussi un obstacle au développement économique et social des pays, de ce qu'on appelle le développement des pays, l'aide publique au développement. Et là, on va de nouveau prendre l'exemple de l'Afghanistan. Alors, je reprends les notes dans le bon ordre. Alors, c'est vrai que quand on a une vision de court terme, et souvent les agents économiques. Alors désolé, je vais avoir un vocabulaire qui est un peu économique. Ça me ramène à mes premières amours que sont l'économie et la sociologie, c'est ma formation. Comme quoi, ça mène aux seringues aussi. Je vais avoir donc un vocabulaire assez économique au cours de cette présentation. Les agents économiques privés ont souvent une vision à court terme de leur intérêt. Leur intérêt étant défini généralement par leurs profits ou les revenus qu'ils peuvent tirer de leurs activités ou de leurs investissements. Et c'est vrai qu'à court terme, l'économie des drogues dites illicites, avec, depuis l'intervention de François-Xavier Dudoué hier, nous mettons des guillemets sur ce mot illicite, il n'en reste pas moins que l'économie des drogues dites illicites telle qu'on la comprend aujourd'hui, elle est très profitable. Bon, vous le savez, on le sait tous. Sur le pays dont je parle, un hectare de pavot rapporte en moyenne 5 000 dollars par an à une famille de paysans versus 500 dollars pour un hectare de blé. Donc on est sur un rapport de 1 à 10. Et d'ailleurs, Jérôme Kerviel aurait dû, plutôt que de faire de l'économie financière à la Société Générale, investir dans la production d'opium, il aurait fait plus de profit. Donc à court terme, ça marche. On va revenir sur ton continent, enfin ton continent, le continent qui t'intéresse, la zone qui t'intéresse, l'Amérique latine. Il y avait des études macroéconomiques qui avaient été faites sur la Bolivie au début des années 90 et qui associaient une augmentation de 10% de la production de coke, de coca à l'époque, coca et coke, les deux, à une augmentation de 2% du PIB du pays et à une réduction de 6% du chômage. Donc oui, à très court terme, ça a un impact parce que tout ça génère de l'activité, génère de revenus, vient combler parfois justement des réponses économiques et sociales défaillantes des États. Mais les vrais économistes savent que le long terme ne fait pas le court terme ne fait pas le long terme et que en matière d'aide publique au développement, c'est la réponse et l'impact à long terme qui nous intéressent. Et si on prend cette focale, alors les choses sont complètement différentes. Et oui, effectivement, toute cette guerre aux drogues dont nous parlons depuis hier et que tu as bien documenté sur le continent latino-américain est aujourd'hui un obstacle majeur au développement de tous les pays qui sont impliqués dans la production, la fabrication et le transit, la commercialisation de ces produits-là. Et je pense en particulier, je l'ai cité très rapidement hier, à ce qui se passe sur une grande partie du continent africain aujourd'hui, avec des pays comme le Libéria ou la Sierra Leone qui sont parmi les pays les plus pauvres du monde et qui aujourd'hui, on sait que structurellement, ils le resteront et les inégalités vont aller en augmentant parce qu'ils sont sur les routes de trafic. Alors continuons notre développement sur l'Afghanistan pour illustrer tout cela. Revenons sur nos familles, qui gagnent effectivement à court terme beaucoup plus. 5 000 dollars de chiffre d'affaires sur un hectare d'opium versus 500 dollars pour un hectare de blé. 500 000 familles, c'est pas rien, ça fait vivre 3 millions de personnes, c'est-à-dire 10% de la population afghane, qui est de 30 millions d'habitants aujourd'hui. Sauf que, qu'est-ce qui se passe pour ces familles ? On est à une différence, là, pour le coup, sur la propriété agricole et foncière qui est assez différente sur les contradictions préexistantes que tu soulignais sur le continent latino-américain. On avait moins de grands propriétaires terriens. Mais en revanche, comme nous sommes sur une économie illicite, prenons l'exemple de l'aléa climatique. Il y a un moment, on est sur une agriculture qui dépend essentiellement de la pluviométrie et assez peu de l'irrigation. Donc à un moment, il n'y a pas de pluie, la récolte est mauvaise, ou bien il y a un champignon, tu parlais de Monsanto, il y a des hypothèses qui font que la contamination des champs de pavot en Afghanistan en 2010 par un champignon pourrait être liée justement à l'essai en lien avec l'armée
de nouveaux produits phytosanitaires produits par l'industrie agroalimentaire, pas Monsanto en l'occurrence. Donc ça fait que la production peut baisser du jour au lendemain. Quand vous produisez une économie illicite, il est difficile d'aller voir votre banquier pour demander un prêt à la consommation ou un prêt en attendant la prochaine récolte. Se développe donc un système bancaire alternatif, et c'est le cas en Afghanistan, qui va financer cette économie agricole. À partir de là, vous avez 10% de la population qui, d'un seul coup, sort du système monétaire et bancaire légal. Je parlais de criminalisation de l'économie tout à l'heure, hier. Ça fait partie des éléments qui amènent à un moment ou à un autre à une criminalisation de l'économie. Sur la question strictement agricole, parce que nous sommes sur des économies qui, avant le conflit, avant la production d'opium, ont une structure économique qui est assez traditionnelle, de ce qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement, un PIB qui repose essentiellement sur l'agriculture. Les cultures traditionnelles et les modes de culture traditionnels, mais aussi les infrastructures agricoles traditionnelles, sont évidemment complètement détruites par l'absorption de toute l'économie agricole ou la réorientation de toute l'économie agricole vers l'économie de la drogue illicite. L'Afghanistan était un grand producteur de raisins secs, ça ne se sait pas, ça, et de pistaches dans le monde entier. Et c'était d'ailleurs une de ses ressources majeures à l'exportation. Aujourd'hui, tout cela disparaît, mais surtout, les savoir-faire de ces paysans ont disparu. Je rappelle que ce pays, sur les 30 millions d'habitants, on a 45-46% de la population qui a moins de 15 ans et les 2 tiers qui ont moins de 25-30 ans. Donc ce sont des gens pour lesquels il n'y a pas eu de transmission, donc une économie et un pays essentiellement agricole, pour lesquels il n'y a pas eu la transmission des méthodes agricoles classiques. Donc même si un jour, dans un monde idéal, nous supprimons, nous changeons complètement de modèle, nous supprimons les cultures illicites, il y a de la production de qualité, un peu comme en Uruguay avec le cannabis aujourd'hui, tout pan de la population qu'il faudra simplement réapprendre à travailler normalement la terre. Donc impact de long terme, parce que là c'est l'impact de long terme cette fois-ci qui nous intéresse, nous avons détruit les structures agricoles traditionnelles. Deuxième élément, toujours dans une vision de long terme, le PIB de ce pays aujourd'hui, qui est de l'ordre de 16 milliards de dollars, repose essentiellement sur les flux financiers internationaux. Je parle du PIB légal, l'aide publique au développement. Et la structure de ce PIB, qui, avant la guerre, reposait essentiellement sur l'agriculture, repose maintenant sur du service qui est en lien avec les programmes qui sont financés par la communauté internationale, donc essentiellement du service d'assistance à la sécurité. On est sur à peu près 88% de l'aide qui sert à ça, y compris à payer les salaires des fonctionnaires de police et militaires. On a un PIB donc qui est une sorte de bulle financière irréelle et qui s'arrêtera du jour au lendemain lorsque cette aide publique au développement, qui est aujourd'hui affectée à cette économie de service, va s'arrêter. Donc ce PIB va s'effondrer, cette structure économique va s'effondrer car très clairement, et c'est dans les scénarios de la Banque mondiale, qui est un petit peu l'agent économique mondial comme d'habitude et qui gère tous ces flux d'aide internationale, à travers un organisme en Afghanistan qui s'appelle l'Afghan Reconstruction Trust Fund, qui est un fonds fiduciaire qui récolte tout l'argent de la communauté internationale. Tout le monde sait que ça va s'effondrer parce que la Banque mondiale elle-même, dans ses scénarios, a annoncé une réduction progressive de l'aide civile au développement. Mais personne n'a pensé la reconstruction d'une économie basée sur la seule chose qui préexistait quasiment en Afghanistan, qui est l'économie agricole. Donc sur le long terme, nous avons des inquiétudes qui sont légitimes et qui sont objectives sur le développement du pays. Je ne reviens pas sur les questions de corruption qui ont été abordées à différentes reprises. Évidemment, pour permettre ce système, on a une corruption des élites et des élites financières et macroéconomiques de ce pays qui font que ça ne crée pas un environnement d'ailleurs qui est très favorable à l'investissement privé. Vous le savez, l'investissement privé, le businessman, ce qu'il recherche, c'est un environnement sécure pour garantir un minimum de retour sur investissement. Donc, plus vous avez des barrières à l'entrée en termes de bakshish, de corruption, d'insécurité militaire, d'insécurité civile, d'absence d'éducation de la population aussi, qui est un des phénomènes assez classiques qu'on retrouve dans des pays pour lesquels il n'y a pas eu de vraie, politique éducative et le niveau d'illettrisme est assez élevé, ça ne favorise pas l'investissement privé. Donc, baisse de, entre guillemets, l'investissement
d'investissement public et surtout des dépenses de fonctionnement à travers l'aide publique internationale, absence d'investissement privé qui est en partie créée par le fait que cette mainmise de l'économie des drogues a détourné une main-d'œuvre vers une économie illicite. Vous avez un deuxième élément sur le développement de long terme du pays qui est très impactant négativement. Je vous parlais d'éléments financiers et monétaires. Alors, en même temps, intérêt de court terme, ça ramène du cash, ces histoires-là. On l'a vu pour nos familles afghanes, on le voit aussi pour les recettes à l'exportation de cette économie illicite. Donc ça crée du coup une augmentation du taux de change. Ah oui, désolé, on va parler d'économie, mais je pense que c'est aussi important. Une augmentation du taux de change de la monnaie locale qui est complètement artificielle et qui repose uniquement sur ce cash internationale, et une économie donc financière qui est complètement déconnectée de l'économie réelle. Ça, c'est des mots qui nous parlent un peu plus avec la crise des subprimes dans ce pays. Et on commence à s'acculturer collectivement au fait que cette déconnexion de l'économie financière par rapport à l'économie réelle est un vrai enjeu pour notre équilibre et notre bien-être, notre vivre ensemble dont je parlais. Sur l'Afghanistan, ça a été assez direct, et la monnaie locale, l'Afghanie est largement surévaluée. Elle ne vaut rien. Donc, derrière, ça a un impact aussi sur la balance monétaire et l'équilibre monétaire du pays, puisqu'en fait, les exportations les plus importantes, voire les seules, car ce pays n'exporte quasiment rien. Sa balance commerciale officielle est essentiellement construite sur le fait que c'est une plateforme de circulation. Donc on est sur de l'économie de services et de commerce, je vous le disais, mais pas une économie de production avec une vente à l'exportation. Donc les seules recettes, quelque part, qui pourraient être comptabilisées en matière de balance des paiements sont les recettes de la vente d'opium et d'héroïne à l'étranger. Donc évidemment, ce n'est pas comptabilisé. Ça a un impact après donc, sur la politique fiscale. Vous ne pouvez pas construire une fiscalité, et donc vous ne pouvez pas construire les fondamentaux d'une fiscalité d'un pays en développement qui serait stabilisé, dont la paix serait stabilisée. Et un gouvernement, un État sans fiscalité n'est pas un État. Vous connaissez ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, celles qui dépendent de l'État. Il n'y en a pas 36. Il y a le monopole de la violence légitime, donc les forces armées, les forces de police. Et puis le monopole de la justice. On ne se fait pas justice soi-même et on a un corps qui est reconnu constitutionnellement pour rendre la justice au nom du peuple ou au nom du roi, selon la nature du gouvernement. Et le troisième élément, c'est le fait de pouvoir lever l'impôt. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous n'avez pas un État. Et vous n'avez pas les conditions de stabilité, de développement d'un État. Donc définitivement, je ne reviendrai pas sur les deux précédents parce que ça nous éloignerait de notre propos. En tous les cas, un des impacts de la part prépondérante de l'économie illicite est l'impossibilité pour la République islamique d'Afghanistan de développer un des trois fondamentaux de ce qui fait un État, c'est-à-dire une politique fiscale. Et de nouveau, je vous renvoie à l'horizon économique, pour le coup, de court terme et de moyen terme de ce pays, qui dépend donc à 98% de son PIB de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Je mets de côté les dépenses militaires. Elles sont off-budget et elles passent directement dans les compagnies dont tu parlais. Dassault en fait partie. Je vous rappelle que le Rafale, le seul endroit où le Rafale est utilisé, notre fameux avion de combat produit par Dassault avec notre argent public, puisque c'est que l'armée française qui l'achète aujourd'hui, le Rafale est uniquement utilisé sur les zones de conflit, enfin sur les zones dans lesquelles le président de la République, qu'il s'appelle Sarkozy ou Hollande, envoie les troupes. En Afghanistan, donc il fait partie des lieux où il est utilisé. Et pour votre bonne information, 1 heure de vol d'un Rafale coûte en moyenne 50 000 € quand on prend l'ensemble des coûts associés. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Nous avons l'absence d'un élément fondamental de ce qui fait un État. Mais là, je pourrais continuer. Au total, nous avons des indicateurs faits par les institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il y en a un qui est assez peu connu qui s'appelle l'indice de vulnérabilité économique des États et qui sert à classer les États en fonction de leur vulnérabilité économique, justement, dans lesquels on intègre l'aléa climatique et on intègre le fait que les infrastructures qui permettent une économie dite saine et légale sont présentes ou pas. Ça donne après un indicateur que je vous incite d'ailleurs dans vos recherches après sur Internet à regarder, qui fait que l'Afghanistan, et comme tous les pays après producteurs ou de transit, sont extrêmement mal classés.
Donc on pourrait continuer à développer ça. Maintenant, c'est de faire le lien entre le ici et le là-bas. Et pour faire le lien entre le ici et le là-bas, prenons juste une des filières de blanchiment de cet argent, parce qu'il retourne quand même hein, dans l'économie réelle à un moment ou à un autre. Je pense que tout le monde connaît Dubaï, a entendu parler de Dubaï. Dubaï avec ses fameuses îles en palmier, Dubaï avec cette folie architecturale qui s'est développée dans les années 80. 90 et beaucoup 2000, pas inintéressant quand on regarde la période historique, rappel du début de la guerre et de l'augmentation de la production d'opium en Afghanistan, 1979. Donc vous avez effectivement un boom immobilier sur Dubaï qui est énorme. Dubaï, contrairement à ce que l'on pense, les ressources de cet État, cet émirat, en fait, ne dépendent pas du pétrole. Dubaï est le seul émirat parmi les Émirats arabes unis, hein, c'est donc cette confédération d'États indépendants. Il y en a 7. Abu Dhabi en fait partie. Abu Dhabi produit du pétrole, mais Dubaï n'en produit pas. Toutes les recettes de Dubaï viennent historiquement du fait que c'est une grande plateforme portuaire pour le transit des marchandises au niveau international. Puis s'est développée la fameuse compagnie aérienne que vous connaissez, Emirates, dont le siège est basé à Dubaï. Mais tout cela n'explique pas le fait que, pour celles et ceux qui sont allés ou les photos que vous avez vues, on construit à un moment la plus grande tour du monde, on construit des îles artificielles, et à un moment, il faut reconvertir cet argent. Dubaï, pour vous donner un peu plus de pistes, la liaison aérienne Dubaï-Kaboul en 2001-2002, c'était 1 ou 2 avions par semaine. Quand j'ai commencé en Afghanistan, c'était 1 avion par jour. Quand j'ai fini en Afghanistan il y a 1 an, nous étions à 5 liaisons aériennes par jour. Et alors le petit gag, c'est toujours rigolo d'avoir des petits gags, à partir de l'année 2010 ou 2011, je crois, à l'aéroport de Kaboul, il y avait un petit panneau qui était inscrit près des douanes et qui disait « Vous n'avez pas le droit de sortir avec plus de 1 million de dollars en billets dans vos mallettes ». Et donc, en fait, les liaisons aériennes ont été faites régulièrement pour permettre ce transit d'argent. C'est pour ça aujourd'hui que demandez à votre banque, demain, je vous incite, quelle que soit la banque dans laquelle vous êtes, demandez-leur s'ils ont l'autorisation d'investir dans des fonds qui sont localisés dans les pays du Golfe, et elles vous répondront toutes non, parce qu'elles ont l'interdiction maintenant. Le système bancaire du Golfe est une des premières portes d'entrée des profits tirés de ce trafic international. Pour le remettre dans l'économie réelle, dans l'économie légale en tous les cas, ça passe par tous les programmes immobiliers qui ont été faits à Dubaï, et il y a un moment, on arrive à ce qu'on appelle la crise immobilière de Dubaï, puisqu'on a une demande, une construction qui est énorme, et qui ne répond plus à la demande de logement sur Dubaï. Dubaï, c'est un gros village, quoi. En fait, en gros, il y a 50 ans, bon, certes, il y a une partie d'expatriés internationaux qui sont allés vivre, mais qui ne justifie en aucun cas qu'on ait fait ce qui serait l'équivalent de multiplier par 3 4 la surface d'habitation à Paris en l'espace de 20 ans, toute chose égale par ailleurs. Donc ça, il y a une crise immobilière, mais à un moment, ça se traduit aussi sur une crise de ces flux financiers internationaux. Il est aujourd'hui admis que dans la crise bancaire mondiale que nous connaissons depuis 2008, le poids, la masse de ce cash flow, qui est quand même énorme, hein. On parle d'un chiffre d'affaires global qui est très dur à mesurer, par définition impossible. Vous avez pas mal de chiffres qui circulent. Donc les hypothèses les plus basses, on est sur 300, 450, 500 milliards de dollars par an. Les hypothèses les plus hautes, on monte beaucoup plus haut. On sait en tous les cas que c'est une masse d'argent qui est extrêmement importante, hein. Pour mémoire, le PIB de la France, c'est 2000 milliards d'euros, donc quelque chose comme 2400 milliards de dollars par an. Même si c'est 500 milliards le trafic mondial de drogue, c'est quand même pas mal. On est sur le quart du PIB de la France, qui est quand même pas un petit pays. Donc, pour faire le lien avec nous, c'est non seulement une remise en cause des déterminants, enfin, la guerre aux drogues et ses conséquences économiques dans les pays. Et volontairement, je n'ai pas parlé des conséquences civiles, les morts, les violations des droits humains, le coût pour les systèmes de santé avec le VIH, les hépatites, etc. Tout ça, c'est du petit lait, on le connaît. C'est aussi comment, encore une fois, hein, revenons sur la feuille de route de la FR et de ce que nous faisons aujourd'hui, comment nous nous outillons avec d'autres argumentaires pour porter le débat sur la place publique. Donc, une des conséquences majeures de la guerre aux drogues aujourd'hui dans les pays de production, de fabrication et de transit, c'est bien la déstabilisation des fondamentaux de l'économie qui obère intrinsèquement, dès le départ, les conditions favorables, qui empêchent des conditions favorables pour des véritables politiques de développement économique et social de ces pays, et donc d'indépendance, et donc de bien-être, et donc de répondre à ces fameux objectifs du millénium. Et c'est là que nous sommes de nouveau dans des
hypocrisies du millénaire, non pas du millénium, pardon. C'est là que nous sommes dans des hypocrisies qui sont fondamentales. Comme vous le savez, au début des années 2000, ce qu'on appelle la communauté internationale s'est engagée de nouveau à éliminer la pauvreté dans le monde, réduire la mortalité materno-infantile, réduire le poids du VIH-Sida, augmenter l'éducation dans les pays dits en développement et réduire le taux d'illettrisme. Eh bien, d'un côté, on fait ça, et de l'autre, on maintient une politique qui a comme pour conséquence immédiate, non seulement d'entretenir, mais d'aggraver la pauvreté et les inégalités économiques et sociales dans ces pays et d'obérer l'aide au développement. Donc ça fait partie de ces paradoxes et de ces cercles vicieux, cette fois-ci qui sont à l'échelle macro, mais qui à la fin quand même aussi ont un impact chez nous en déstructurant l'économie monétaire et financière mondiale. Gardez en tête cet exemple de Dubaï dont je vous parlais. Toutes choses égales par ailleurs, finalement, on n'est pas très loin de ce qui se passe dans nos quartiers. On en parlait un petit peu hier. À court terme, bah oui, c'est effectivement plus facile, surtout dans une situation où le taux de chômage est celui que vous connaissez. Il est beaucoup plus élevé dans les quartiers, beaucoup plus élevé chez les jeunes. On a une économie illégale qui est celle du trafic du cannabis, par exemple, dans les quartiers, qui va être lucrative et qui va répondre à des vrais besoins, par ailleurs, économiques. Alors après... on pourrait aussi discuter, si on est sur une approche droit du travail, de la fragilité de ces contrats de travail qui n'en sont pas et des conditions de travail, y compris la fragilité en termes de survie humaine, enfin, de pronostic vital. Il n'en reste pas moins que c'est une source de revenus qui vient combler un gap économique et social en matière de revenus, soit tirés du travail, soit tirés de revenus de substitution. Mais à long terme, de nouveau, on le sait, ça déstabilise ces quartiers-là et ça se termine par de la violence. Donc ce qui se passe dans les quartiers, un jour je m'étais fait engueuler par Stéphane Gatignon quand j'avais fait un débat avec lui, parce que j'avais eu le malheur de dire Sevran, Kaboul, même combat. C'était l'époque où il appelait les CRS dans ses quartiers pour régler l'histoire. Il voulait faire venir l'armée. Et il voulait faire venir l'armée après, comme Samia Ghali à Marseille, pareil. Bon, enfin, donc, des solutions qui sont complètement stupides. Et il n'avait pas du tout apprécié. Mais de fait, voilà, même cause, mêmes effets. Nous ne sommes que sur une question d'échelle. Donc, pour conclure, je vais essayer de résumer les 5-6 points qui font que la politique internationale de contrôle des drogues telle qu'elle est définie, mais surtout telle qu'elle est comprise et mise en œuvre par les États dirigeant le monde aujourd'hui, on les connaît, les États dirigeant le monde, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est une politique qui empêche le développement des pays dits pauvres. Premier point, baisse significative de l'investissement privé parce que les investisseurs ils définissent leur opportunité de business en fonction des conditions de sécurité pérennes des environnements dans lesquels ils vont pouvoir investir, y compris de la qualité de la main-d'œuvre. Renaud, je vais avoir un discours absolument capitalistique, mais c'est la réalité du monde. Les investisseurs n'aiment pas investir dans un pays où la main-d'œuvre est complètement sous dope aussi. C'est lié. Donc, qui dit baisse des investissements privés, dit baisse des niveaux de revenus et de développement de demain. Deuxième point, un affaiblissement des politiques fiscales et monétaires. C'est les taux d'intérêt qui sont surélevés, les taux de change qui sont élevés en raison de ces cash flows qui viennent perturber l'activité réelle de l'économie. C'est une absence de mettre en place un des fondamentaux de ce qu'est un État indépendant, la politique fiscale. On ne peut pas fiscaliser ce qui est interdit. Encore une fois, seuls les talibans l'ont fait entre 1996 et 2001. 3. Une croissance qui est ralentie dans le secteur licite de l'économie, qui est ralentie pour deux raisons. La première, parce que c'est la conséquence de l'absence ou la diminution des investissements privés. Vous vous souvenez de la phrase d'Helmut Schmidt, ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne dans les années 70. Les investissements d'aujourd'hui sont les emplois, les profits de demain et les emplois d'après-demain. Donc pas d'investissement, pas de croissance, mais surtout effet attractabilité à court terme de l'économie illicite, parce que plus fortement rémunératrice, qui va détourner les fonds, qui va détourner la main-d'œuvre vers l'économie illicite. Donc là, on a un cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter. Quatrièmement,
et ça fait écho à ce que tu disais, Michel, sur les structures agricoles et latifundières de l'Amérique latine, vous avez une insécurité alimentaire. On oublie de dire que l'Afghanistan, avant 1979, était un pays qui était autosuffisant en matière de production agricole qui permettait de nourrir sa population. Vous détournez et vous absorbez l'agriculture vers une économie illicite. Donc, vous ne produisez pas ce dont vous avez besoin pour manger, même si l'héroïne est un coupe-faim. Mais surtout, vous détruisez sur du long terme ce qui s'est passé sur 30 ans, les techniques même agricoles. Les canaux d'irrigation afghans ont été complètement détruits par la réorientation de l'économie traditionnelle vivrière vers l'économie de production d'opium. Donc un jour, vous avez une bonne sécheresse ou une bonne pluie, vous n'avez plus rien à bouffer, et en plus, vous n'avez plus d'argent pour importer. Et Kouchner n'est plus forcément là pour vous amener des sacs de riz. Voilà. Alors, mes notes, elles sont un peu petites. La force de travail qui est plus bien formée, on en a parlé. Et puis un dernier point qui n'est pas le plus important, mais ça fait quoi ce que tu disais sur l'île de Pablo Escobar et puis de ses avions. Vous avez aussi, en termes de consommation, tout simplement, un détournement ou un déplacement des fonds, alors là pour le coup licite ou illicite, vers de la consommation de produits somptuaires qui n'ont pas forcément de valeur en termes de production de richesse. Vous ajoutez évidemment en toile de fond, et je n'y suis pas revenu volontairement parce que jusqu'ici ça a été du petit lait, les coûts de ce qu'on appelle le law enforcement, de l'application des lois et de la répression, qui sont surdimensionnés, qui viennent gréver votre budget qui déjà n'est pas très bon et qui déjà dépend de l'aide internationale. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, 88% de l'aide publique au développement, et je parle bien de l'aide publique au développement en Afghanistan, est affectée aux dépenses de sécurité. Les dépenses de sécurité, c'est la formation de la police, de l'armée, les salaires, etc. Je n'inclus pas les dépenses militaires qui sont payées directement par nous et qui retournent d'ailleurs directement chez nous à travers le Rafale, comme je vous le disais, ou Blackwaters, ou Lincorp, et ce qu'on veut, les fournisseurs des armées. Donc, les coûts du law enforcement qui viennent s'ajouter. Et oui, quand on dépense de l'argent pour l'armée, on ne dépense pas de l'argent pour l'éducation et pour la création de richesses locales. On dépense de l'argent pour la création des richesses des pays fournisseurs des armes, mais pas des pays locaux. Et évidemment, l'augmentation des coûts sociaux, parce que malgré tout, et on va revenir sur les premières victimes humaines de ces guerres-là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, et il faut quand même créer des systèmes de santé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé en Afghanistan pendant 6 ans. C'est pour réduire les risques, pour le coup, et essayer de réduire la charge économique de ce que serait une épidémie généralisée dans le pays si rien n'avait été fait. Mais ça a quand même un coût. Donc voilà, la boucle est bouclée, et nous avons donc là un cercle vicieux, et c'est ça qui est important d'un point de vue économique. Ça n'est pas uniquement une photographie à un moment donné, c'est très directement en lien avec la façon dont la guerre aux drogues est menée aujourd'hui. Nous créons non seulement les conditions d'empêcher le développement, mais bien pire, nous créons des cercles vicieux qui vont encore plus aggraver les obstacles de l'aide publique au développement et surtout l'efficacité des politiques de développement économique et social dans ces pays. Voilà.